Sur Bonheur FM, bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur du débat, votre rendez-vous du lundi au mercredi sur Bonheur FM 101.3. Un mois presque après le double scrutin historique du 31 mai dernier, où en est la transition démocratique en Guinée entre récomposition politique à l'Assemblée nationale et nouveaux visages dans les mairies du pays. Les législatives et communales de 2026 ouvrent une ère inédite que l'enseignement tiré de la participation, quel équilibre des forces pour l'avenir du pays, quelle lecture sur la transparence des élections, quelle amélioration pour les élections à venir pour des scrutins plus démocratiques. Nous posons les questions dans cette émission pour décrypter les chiffres, les analyses, les alliances autant pour moi et les coulisses de ce scrutin. Nous recevons ce matin, bien sûr, un observateur clé de la société civile depuis un certain temps, Ibrahima Aminata Diallo, le président de la CONAPED, Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne pour la paix et le développement. Il sera en direct avec nous au téléphone dans cette émission. Avec moi dans ce studio, Tenema Doumbouya, bonjour et bienvenue. Bonjour camarade Abdullah et bonjour aux auditeurs. Côté technique, il nous accompagne ici à Conakry et Alseni Bari. Et puis, c'est Mamadou Malal Diallo qui nous accompagne derrière les caméras. Encore une fois, merci de préférer Bonheur FM. Et bien, sur la 101.3 Bonheur FM, merci de nous préférer à Conakry, à l'intérieur du pays. Vous nous écoutez à Kindia ou bien vous nous écoutez à l'intérieur du pays autre Pika, c'est encore Tougué ou c'est Kankan. Vous nous écoutez en Zérékoré. Encore une fois, merci de nous préférer. Mais avant de partir avec notre invité, Tenema Doumbouya, votre cœur s'effondre. Justement, camarade Abdullah, il faut le dire parce que, vous savez, il fut un moment où on a eu à déguerpir les femmes en bordure de route. C'est normal, c'est très normal. Moi, j'ai apprécié beaucoup parce que, voilà, elles obstruaient en majorité le passage des engins roulants et elles étaient exposées aux accidents. Mais il vous souviendra que ces femmes-là, par exemple, au marché en Koussin, ont été relocalisées dans la cité en Koussin. Sauf qu'ils ils sont en train de construire le marché. Mais il se trouve que, à mon avis, ça a pris assez de temps. Aujourd'hui, il faut passer voir ces femmes au marché en Koussin. Oui. Hier, de passage, moi, j'ai jeté coup d'œil. Mais ces femmes vivent dans des conditions vraiment qui ne sont pas appropriées. Un autre reporter qui le sait était également sur le terrain. Justement, ça. Et là, quand le reporter est passé, même quand des femmes se sont exprimées, de passage en rentrant le soir, je suis allé voir moi aussi. Mais il faut voir dans quelles conditions ces femmes-là sont. Mais quand il pleut, c'est la souffrance totale. Oui. Il y a la boue, il y a des endroits où c'est impossible même d'aller faire des achats. Exposé à des intempéries. Oui, des clients même ont du mal à accéder à certains articles parce que simplement, voilà, il y a la boue un peu partout. Je pense que les autorités doivent accélérer les travaux. C'est vrai, ils sont là-dessus, parce qu'on constate de l'autre côté, le marché est en construction, mais je pense que c'est un peu lent. Moi, je ne pensais pas que cette période pluvieuse allait trouver ces femmes dehors, parce qu'il faut le dire, c'est vrai, elles sont courageuses parce qu'elles n'ont pas un autre moyen, c'est là-bas, elles cherchent vraiment ce qu'il faut pour nourrir leur famille, mais c'est des personnes, c'est des femmes qui souffrent. Ce ne sont même pas seulement des femmes, tous ceux qui sont dans ce marché-là souffrent énormément, mais le plus grand pensée part à l'endroit de ces femmes-là. Qui ont tantôt même ce qui est pratiquant de bébés au dos, des femmes en état de famille, et voilà, qui sont exposées à des intempéries. C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. À plusieurs types de maladies. Et là, il va falloir que les autorités accélèrent la construction de ce marché qui, à mon avis, va changer la situation. Mais en attendant, les femmes-là souffrent. Et voilà, il fait un moment d'ailleurs, le Premier ministre en avait fait une priorité. Je suis certain qu'ils vont encore revoir cette situation pour permettre à ces femmes de vivre mieux, parce que je pense pendant cette saison pluvieuse, être exposé à ces intempéries est une situation vraiment très compliquée pour ces femmes. La plupart de ces femmes d'ailleurs sont des nourrices ou bien des femmes en état de famille. C'est une situation compliquée. Mais d'ici là, il faut le dire, nous avons notre invité en direct dans cette émission. Et voilà, nous allons tout de suite donc l'accueillir, Monsieur Ibrahima Aminata Diallo. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Kamara, bonjour à vos co-animateurs et aux fidèles auditeurs de Bonheur FM.
la grande radio communautaire de la Guinée. Merci à vous et surtout bienvenue dans cette émission. La première question, M. Ibrahima Aminata Diallo avec Tenema Doumbouya. Oui, M. Ibrahima Aminata, bonjour et une fois encore merci d'être dans cette émission. La première question, le 31 mai dernier, il y a eu cette élection. D'abord, le processus électoral où il y avait parfois des instruments dedans de certains leaders politiques. Après, il y a eu l'élection quand même qui s'est passée dans la paix, dans la critique sociale. Mais vous, en tant qu'acteur de la société civile, observateur, quelle analyse faites-vous de ce processus électoral? De façon globale, d'abord. D'accord, merci une fois encore pour l'opportunité. Je pense qu'ils connaissent ma radio. Merci pour ça. Merci. Et donc, je pense que nous avons participé tout récemment au double scrutin législatif. Le savons tous, c'était communal à la fois législatif. Et je pense que ce double scrutin a marqué d'abord ces tournants décisifs, notamment dans l'histoire de notre pays, en ce qui concerne notamment le retour à l'ordre constitutionnel. Nous savons que c'était quand même le pilier central de la sortie de la transition. Donc, alors, ce scrutin, de façon globale, comme vous l'avez dit, il y a eu de la nouveauté. Quand je prends le scrutin qui visait d'abord à renouveler les 114 députés au départ, les 114 on revient à 147 députés, c'est une innovation au niveau de l'Assemblée nationale et les élus des 342 communes du pays. Comme vous l'avez dit, le déroulement notamment de ce scrutin et les résultats qui ont concouru à ces scrutins, quand même, c'est quelque chose qu'il faut saluer et ça met à lumière l'importance dynamique politique et logistique de la DG qui a organisé ces élections. Mais il faut essayer de relativiser en tenant compte du paysage politique, comme vous l'avez dit dans la question, et surtout mettre en exergue le triomphe du GMD, parce que nous avons vu le nombre de députés qu'ils ont raflé. Sur les 147 députés, on a vu le nombre de députés qu'ils ont raflé presque, ils ont raflé les 127 députés. Donc, à ce niveau, en amont, c'est des élections où le paysage politique a été largement reconfiguré à raison de la suspension prolongée de plusieurs partis politiques historiquement connus ou traditionnellement connus dans cette période de transition. Et comme je l'ai dit, le grand vainqueur sorti de ces élections sur le GMD. Mais il faut voir certains aspects directement associés par exemple au camp du président. Et chose que nous avons vu beaucoup de listes ici où on s'associe, on met le nom de GMD. C'est des alliances stratégiques fortes avec d'autres mêmes formations émergentes comme l'IRP qui étaient moins connues. Ou le Fidèle, ou le RCD, c'est des partis, notamment pour asseoir une majorité solide à la nouvelle Assemblée, il fallait s'allier au GMD qui était d'office, notamment le mouvement qui pourrait avoir plus d'influence dans ces élections. Ça, c'est l'aspect contexte notamment de l'organisation de ces scrutins. Mais le défi de la participation était là aussi, qu'il ne faut pas négliger. Comme vous l'avez dit, nous sommes des observateurs, on ne fait que décrypter, décrire et analyser ce que nous avons vu, ce qui s'est passé. Donc, du point de vue citoyen, il faudrait comprendre la participation a été contrastée. Surtout. Voilà, surtout. Si certaines préfectures, par exemple, de l'intérieur ont enregistré des taux de participation robustes, parfois supérieurs à 60-70% selon certains analystes ou certains observateurs, mais les grands centres urbains quand même, et notamment plusieurs communes de Conakry ont affiché une influence plus timide, parce que nous avons fait le tour de la plupart des centres et on a observé. Donc, nous avons un oscillement parfois entre 25 à 40% selon les estimations. Et ce phénomène quand même pourrait traduire à la fois un climat d'incertitude et les appels au boycott, peut-être, on le dit comme ça, par hypothèse, ce n'est que des analyses de franche de l'ancien opposition. Est-ce que c'est parce qu'ils ont appelé au boycott qui a fait la timidité de la participation, ou bien c'est parce que les gens n'étaient pas convaincus de la sérénité
caractérise les élections, point d'interrogation. Oui. Mais, point de vue logistique et observation internationale, on a vu aussi des observateurs internationaux présentés, on l'a présenté dans les médias, notamment la mission électorale de la francophonie, la mission conjointe de l'Union africaine, CEDEAO, qui ont globalement noté, selon eux, un déroulement calme et dans la discipline. Néanmoins, c'est des failles logistiques qui ont été quand même relevées. On a vu le retard d'acheminement de certains, notamment matériaux électoraux, le retard d'ouverture et même le retard de fermeture de certains bureaux de vote et aussi manquement par endroit. Et le paradoxe dans tout ça, moi, quand on parle des observateurs internationaux, dans notre observation, parce que nous on a fait une observation indépendamment de la DG, nous avons notamment une organisation qui est agréée. Nous avons joué notre rôle pour voir partout où il y a des manquements pour faire notre rapport. Mais moi, personnellement, avec notre équipe, on n'a jamais rencontré un observateur international sur le terrain. Alors, c'est un... Durant cette journée. Oui, nous, on n'a jamais rencontré. Nous, on a fait plusieurs communes à Conakry, à l'intérieur. Je ne sais pas à l'intérieur, ils ont dit certains, mais à Conakry ici, personnellement, avec notre équipe, on a fait sur les 13 communes, on a fait 8 communes. Alors. Moi, je n'ai pas vu dans un centre un seul observateur international parce qu'on a vu la CEDEAO a déployé certains des Béninois, et ainsi de suite. Mais on n'a pas vu. Donc, il faut toujours encore parler des retards importants dans l'acheminement dont je l'ai dit. Et aussi, par exemple, par le procès verbal, les listes de vote par population, enveloppe de transmission. Nous, on a relevé ces choses. Je vous dis, on a fait un rapport. Le nombre élevé de bulletins nuls, par exemple, dans certaines circonscriptions, lors du dépouillement, on a été là aussi, par endroit. Cela met en évidence un besoin de renforcement donc, de l'éducation électorale des électeurs en Guinée. Forcément. Une élection n'est pas que forcément élire ou bien dire qu'il y a une élection. Il faut la légitimité des élus. Et cela passe par la conviction des électeurs. Alors, donc, je pense que tout cela montre une fois encore il y a des failles qu'il faut corriger par endroit pour légitimer les élus afin que chaque Guinéen se reconnaisse au niveau de l'Assemblée, mais aussi au niveau des communes. Alors, forcément, M. Diallo, vous avez fait le tour de comment on appelle, de ces élections. Disons, cette question de participation qui était très faible par rapport aux deux premiers, ou bien à l'élection présidentielle et le référendum, est-ce que vous ne pensez pas, en tant qu'acteur de la société civile, que le taux faible dépend également de cette situation sociale qui a été minimisée, qui est l'affaire de Tabaski? Bon, écoutez, je pense que nous, on avait, peut-être vous avez suivi toutes nos interventions, on avait fait même un plaidoyer à travers des sorties médiatiques, parce que c'était l'enjeu de cette élection, c'est une élection de proximité. Ce sont les élus du peuple. Donc, c'est un pouvoir législatif et un pouvoir communautaire. Alors, des pouvoirs transversaux, il fallait essayer de les légitimer. Mais compte tenu de la date, on a reporté pour une première fois, on a salué, mais nous, on a même allé jusqu'à dire, on aurait souhaité, on a mis au conditionnel que ces élections se déroulent même après les examens, c'est-à-dire à la fin de ce mois de juin, s'il faut, ou bien à 2 semaines après la fête de Tabaski et le retour des pèlerins de la Mecque. Nous avons proposé cela. Donc, cela a contribué aussi, d'une part, les gens étaient beaucoup plus préoccupés comment célébrer la fête de Tabaski. Et entre guillemets, on a souvent, maintenant, c'est devenu une culture, comme pour dire, en Afrique, on connaît les résultats en même temps des élections. Donc, quelque part, les gens ont mis cela en avant et ils ont préféré leur pèlerinage, l'accueil de leur pèlerin de retour de la Mecque, aller au village faire la fête, et ainsi de suite. Au lieu de se préoccuper de ces élections, parce que quand vous vous promenez le jour des élections, vous allez trouver des jeunes autour du thé, c'est ceux qui sont à Conakry. Forcément. Certains étaient en train de continuer de prendre le petit café, il y en a des gens qui fait au foot, en pleine route, en pleine 13h, 14h, on en a vu, dans beaucoup de quartiers. Donc tout cela montre une fois encore
par le passé, on a connu des élections où, dès après la prière de l'aube dans les mosquées, les gens qui directement se rendaient dans les bureaux de vote. On a vu ça ici. Ah oui. Et il y avait de l'engouement par endroit. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond à faire au niveau de la DGE parce qu'il n'y a pas un travail parfait. Il faut saluer Mme Touré par rapport à son statut, de ce qu'elle a fait. Je pense que ce n'est pas aussi quelque chose à minimiser, mais il y a encore du chemin à faire pour donner encore du coup aux électeurs afin qu'ils puissent avoir l'engouement de participer à des élections aussi importantes que les élections législatives et communales. Alors, et parce que j'ai dit dans cette nouveauté d'augmentation du nombre d'électeurs, et je pense qu'il y aura beaucoup de stagiaires aussi au niveau de l'Assemblée. Forcément. Alors, monsieur Diallo, vous l'avez touché, mais avant de donner la parole à Ténéma, je reviens sur autre aspect de ces élections, c'est la couverture médiatique, c'est la participation des candidats, c'est la campagne en tant que telle qui a été presque nulle, s'il faut le dire, dans les médias, surtout les élections communales. Les gens ont été totalement absents dans les médias et dans les campagnes, si je peux le dire de façon générale. Quelle a été votre lecture, quelle est votre lecture, autant pour moi, de cet aspect de ces élections si essentielles? Bon, écoutez, je pense que vu la configuration notamment de l'espace politique guinéen, et je pense que cette nouvelle configuration est l'une des causes qui a amené les gens à s'abstenir par rapport à ces élections. Parce que qu'on le veuille ou pas, la configuration de l'espace politique guinéen dans ces 10 dernières décennies avait connu notamment des partis historiques traditionnellement connus qui a engrangé plus de 80 à 90% de l'électorat guinéen, c'était DFDG, RPG Arc-en-Ciel et notamment IFR. Qu'on le veuille ou pas, c'était les partis qui avaient plus de militants. Donc l'engouement autour de ces trois partis-là, je pense que cela a contribué à décourager les gens. Ceux qui ont été des candidats n'étaient pas connus par le grand public. Pratiquement, on ne savait pas leur CV, on ne connaît pas qui est qui. Donc, du coup, le fait que les candidats ne sont pas connus par les électeurs a été un facteur qui a fait que les campagnes presque n'ont pas réussi, même s'ils ont tenté de le faire par endroit. Mais aussi, au-delà de la méconnaissance, il n'y a pas eu d'éducation, notamment pour des formations pour comprendre les codes électoraux comme on le faisait par le passé. Les écoles étaient remplies, où on faisait, moi-même j'étais formateur par endroit, au niveau du contenu du code électoral, comment on doit voter, comment on doit s'organiser, tout ça là, même le dépouillement, les secrétaires, comment on doit les envoyer. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été des acquis par le passé, qui ont été omises. Donc, du fait que cela a été, ça a contribué à ne pas amener les citoyens à s'intéresser à cette élection. Donc, d'où la faiblesse, notamment le manque d'engouement autour de ces campagnes. Et le peu de candidats qui ont tenté de faire des campagnes, bon, les gens se sont désintéressés aussi. Moi, j'ai vu quelques voitures sonorisées qui passaient par endroit. Mais les gens vont à des occupations. C'est clair. Donc, je pense que cette nouvelle configuration de l'espace politique guinéen est une cause fondamentale et notamment la remise en cause des acquis du passé ont contribué également à affaiblir, n'est-ce pas, ou bien à ne pas donner aussi une campagne qui a caractérisé par la décrèce. Alors, Monsieur Gabo, on va revenir sur le processus organisationnel de ce double scrutin. Vous avez tout à l'heure signalé des manquements, des procès-verbaux qui ne sont pas bénis, des fiches de résultats, etc., etc. Il y a certains mêmes acteurs politiques qui exigent le retour de la CENI. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que la DGE n'a pas été à la hauteur, surtout quand il a été question d'organiser ce double scrutin? Parce que la campagne pour, par exemple, la loi, le référendum
par exemple, ça a passé. Et la présidentielle également aussi. Mais ce double scrutin, il y a eu beaucoup de manquements. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer avec la DGE ou bien faire revenir la CENI? Bon, écoutez, je pense que la question de l'organe qui organise les élections dépend de ce que la Constitution La Constitution, oui, bien sûr. Voilà, il ne faut pas qu'on soit dans l'émotion. Si la Constitution a prévu que c'est la DG qui va diriger, on a vu dans certains pays, c'est le ministère de MADD qui organise la Guinée, a voulu s'inspirer de ces pays. Sauf que les contextes ne sont pas les mêmes. Ces pays-là ont une maturité démocratique très avancée par rapport à notre pays. Et donc, je pense que la DGE a fait ce qu'elle pouvait faire, sauf que dans le cadre de la gestion de ces élections, comme la DGE relève de MADD, donc ce n'est qu'un prolongement du ministère de l'administration du territoire. Et nous savons que le ministère de l'administration du territoire le ministère nommé par décret présidentiel. Donc, du coup, la DGE devient un outil contrôlé par l'exécutif. Sans c'est clair, ce n'est même pas un débat. Alors, c'est ce qui amène les gens à s'interroger sur la rationalité, sur l'impartialité et la neutralité de la DGE. Moi, je ne suis pas pour toujours faire ici des innovations dans notre pays, parce qu'en Guinée, des fois, on fait des innovations. Les initiatives sont tellement belles que les autres s'inspirent et ils réussissent. Mais nous abandonnons ça, on va encore créer autre chose. On est dans un perpétuel recommencement depuis une décennie. Sinon, la CENI, à un certain moment, certes, ça criait, mais il y avait quand même une démocratie, une sorte de démocratie dans la CENI que nous avons connue. Parce qu'il y avait au moins les yeux et les oreilles de certains partis politiques, de la société civile, tout le monde était là. Et à un moment donné, il y avait des gens qui pouvaient dire stop, on ne doit pas faire ça, on doit faire ceci ou cela. Donc, dans un organe aussi important qu'un organe électoral, il ne devrait pas y avoir seulement que des bénis oui pour dire que tout est bon. Il faudrait qu'il y ait des gens qui osent dire attention, ça c'est quelque chose, c'est un pas qu'on ne doit pas franchir. Mais fort malheureusement, moi, en tout cas, c'est mon analyse, la DG est devenue juste un outil de mise en œuvre, n'est-ce pas, de la volonté de l'exécutif, ou bien même de la volonté de ceux-là qui l'ont envoyé là. Alors, je pense que ça, il faut corriger. La DG, peut-être l'organe, le nom, ce n'est pas le problème, mais c'est le fonctionnement et le contenu que la nouvelle constitution va donner et l'orientation que la nouvelle constitution va donner à cet organe qui doit être un organe, non un organe inféodé, un organe au service des Guinéens de tous bords et n'est-ce pas qui peut faire l'affaire des électeurs et les candidats aux différentes élections. Alors, M. Diallo, cette question de l'organe qui doit organiser ces élections a toujours fait un grand débat et il me semble bien, certains leaders disaient qu'il faut mieux privilégier peut-être même s'il y a des contestations, mais l'apaisement, mais que la CENI aussi n'avait jamais pu calmer les élections. Les élections ont été toujours source de tension dans le pays et de stabilité. Est-ce qu'il faut privilégier alors cette contestation devant les juridictions, mais de façon positive, ou bien encore revenir sur cette question de CENI mal composé ou bien composé qui finit toujours par créer des embouteillages dans le pays? Bon, écoutez, moi d'abord, je vais m'exprimer en tant qu'acteur et ambassadeur de paix. Moi, j'ai souvent dit que mieux vaut le retard que la panne. Le retard, c'est qu'on est en train d'aller mollo-mollo, mais on peut arriver à bon port. Mais la panne, c'est qu'on ne bouge pas. Et moi, j'appelle la panne, c'est cette violence, c'est des contestations où on s'attaque au bien public et privé, où on s'attaque à tout le monde, où ça va jusqu'à toucher même la question communautaire, où certains même carrément quittent leur zone de confort pour dire que vous n'êtes pas de la zone. Donc tout cela, on a vu avec ces élections, ce qu'il faut s'allier, quelle que soit la nature de ces élections, au moins, ça nous a permis de garder ce calme et cette quiétude pour que chacun puisse partir à ses occupations. Donc, si tel est le cas,
il faudrait alors maintenir ce cap. Moi, c'est mon avis. Maintenir notamment la paix à travers le respect de la loi et le fait de faire recours à la Cour suprême, aux juridictions compétentes pour faire des revendications dans ce cadre-là. Je pense que c'est l'une des solutions. Sauf qu'il faut encore essayer que la Cour suprême ou les juridictions puissent avoir le courage, n'est-ce pas, de dire la loi. Ah oui, bien sûr. Pour ça aussi, pour ne pas que tous les recours soient toujours rejetés. Voilà, toujours rejetés. On dit non, tout comme on l'a fait avec ces élections où il y a eu des preuves par endroit. On a carrément changé le vainqueur. Et donc, je pense que la Cour devrait tenir compte de certains aspects. C'est-à-dire que là où ils ont des preuves, qu'ils disent là, les preuves sont là, c'est elle qui a gagné, qu'ils osent dire la loi. Si tel est le cas, je préfère les revendications douces, les revendications juridiques qui ne vont pas entacher le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et voilà, c'est extrêmement important. Et nous avons lutté ici plus d'une dizaine d'années dans des zones de l'axe ici, quand on disait aux gens la violence n'arrange pas, il faut aller à la non-violence. On était sur ça, heureusement que les gens ont sorti même des slogans pour dire qu'ils ont compris. Et nous, on avait déjà compris que la paix était nécessaire pour tout le monde. Oui. Donc, nous restons dans cette logique. La paix et la justice, c'est des choses qui combinent, qui vont ensemble, et le développement vient après. Alors, mais si il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice, les lois ne sont pas respectées, je pense que la paix sera difficile à construire et on ne peut pas parler du développement. Donc, je suis pour tout ce qui peut aller dans la pacificité, dans la non-violence, dans le respect de la loi, mais que la loi soit dite là où elle doit être dite. Monsieur Diallo, une question continue encore, c'est cette question des requêtes toujours rejetées en Guinée. Est-ce que selon vous, en tant qu'acteur de la société civile, avec votre expérience dans l'organisation de ces élections, est-ce que les leaders politiques manquent tantôt de respect de formes juridiques qui fait que les requêtes sont toujours rejetées? Ou bien vous pensez que c'est une influence interne de la justice qui empêcherait que des décisions et de droit soient tranchées sur certaines requêtes? Parce que comme on le dit, un juriste le disait, la forme commande le fond, et si on ne respecte pas la forme, c'est-à-dire le fond ne sera pas, comment on appelle, touché, est-ce que quelque part ça ne cause pas certains problèmes, manque de connaissance de droit et de fonctionnement des institutions? Bon, écoutez, je pense que nous allons essayer de faire l'analyse du contexte des élections législatives maintenant là, parce que ça c'est. Alors, un souci avec. Vous m'entendez? Allez-y, monsieur Gallo. Je disais donc, nous allons rester dans le contentieux des élections législatives, dont on a vu les résultats ont été publiés par la Cour suprême. Quand nous prenons cet exemple-là, ça suffit largement pour comprendre peut-être ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche pas par endroit quand il s'agit d'intégrer au niveau des tribunaux et des juridictions compétentes. Donc, prenons pour le cas de ces élections pour les députés, vous savez que la Cour suprême est dit que 40 de l'intérêt du vote. Ça, c'est notre constitution qui le dit. Donc, il n'y a plus de recours. Mais le motif des requêtes d'abord, vous savez que les listes du concours, notamment concurrentes, étaient introduites des recours visant à l'annulation de vote dans certains bureaux en raison du non-respect des procédures, notamment le recours tardif ou non réglementé au vote par dérogation et par procuration. Et ça, déjà, c'est quelque chose peut-être qui a attiré l'attention de la Cour. Mais également la procédure, parce que les candidats disposaient d'un délai très strict, c'est-à-dire après la proclamation des résultats provisoires par la DGE pour déposer leur mémoire appellatif. La Cour suprême a procédé à des vérifications minutieuses, parce que quelque part, ces vérifications minutieuses des procès-verbaux, les PV, je vais dire, incriminés avant de proclamer les résultats définitifs. Donc, cette procédure-là,
ce sont des aspects qui comptent au niveau de la Cour suprême. Je parle par compétence et expérience de la gestion des élections. Je ne suis pas juriste de formation, je suis sociologue. Mais les formations que nous aussi nous profitons et le fait de pratiquer les choses nous ont envoyé à comprendre qu'il y a des procédures, des fois quand vous passez à côté, des fois ça peut faire l'objet même de rejeter votre demande. Oui. Et donc les contentieux de ces élections communales compétentes des tribunaux de première instance, parce que vous avez vu, c'est les communales, on est allé dans les tribunaux de première instance, oui. De première instance. Donc, contrairement au législatif, le contentieux du scrutin municipal est décentralisé. Ça, nous le savons. Donc, si toutefois, vous savez que le rôle des magistrats locaux, ce sont des tribunaux de première instance, des pays, des différentes préfectures et communes, qui ont traité les plaintes liées aux conseils municipaux. C'est ça la vérité. Les revendications phares dans ces revendications dont nous venons de décrire tout de suite. Les enquêtes ont massivement porté sur des erreurs de calcul lors de la centralisation des suffrages. La contestation du quotidien par exemple électoral appliqué pour la répartition des sièges à la proportionnalité ou encore des falsifications présumées des PV au niveau des commissions de centralisation. Les TPI ont ainsi validé ou même rectifié au cas par cas les résultats. Ça, ce sont les informations que nous avons reçues, commune par commune, comme ce fut le cas à Farana, par exemple, ou dans certaines communes de Conakry. Donc, voilà de façon globale le contexte qui amène à valider ou à rejeter certaines choses. Vous avez vu qu'on va du micro vers le macro. Donc, si les tribunaux remontent des contestations où ils ont fait leur analyse, généralement, quand ils remontent ça, ce n'est que notamment des lignes de centralisation judiciaire au niveau des TPI, la Cour suprême, comme son nom l'indique, c'est le supra. C'est la supra-juridiction du pays. Donc, si ils remontent ce qu'ils ont constaté, la Cour suprême, généralement, ne change pas. Ce que les TPI ont envoyé. Parce qu'il faut que les gens sachent, non, on a fait la Cour suprême, non, ils ont fait d'abord du micro vers le macro. Donc, ceux qui sont au niveau des communes et autres, c'est à eux de peut-être de dire le droit avant d'envoyer. Si ils disaient, voilà ce qui s'est passé, la Cour suprême ne va pas changer ce que les TPI. Alors, c'est important, hein, ces explications, parce qu'il faut être vraiment dans la source pour comprendre comment un peu ça se passe. Alors, de l'autre côté, M. Diallo, on a vu la sortie, malgré, en dépit de toutes ces explications que vous avez données, que certains acteurs politiques peut-être connaissent, mais qui ne parviennent pas à faire, ou bien ils l'ont fait, ils n'ont pas eu gain de cause. Comment vous comprenez alors la contestation de ces acteurs politiques qui disent qu'ils ont eu beaucoup de voix par endroit, mais ces voix-là ne se sont pas retrouvées dans le comptage définitif donné par la DG? Comme le lundi le disait le président Diabati, par exemple. Écoutez, je pense qu'il y a un paradoxe. Moi, je vois une contradiction dans la démarche des leaders politiques et ce qui se passe actuellement, ce qu'ils ont fait. Parce que par endroit, il y a eu certains qui ont dit on ne va pas aller à ces élections parce que nous soupçonnons déjà que les élections ne seront pas transparentes. Donc, toi, tu connais déjà. C'est ton droit aussi de t'abstenir à ne pas participer à une élection dont tu vois déjà les résultats avant d'aller à ces élections. Donc, moi, je pense que s'il faut s'en prendre, il faut s'en prendre à soi-même. Ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas confiance à la DG, se sont abstenus. C'est aussi ça la démocratie. Mais quand ils partent à ces élections, il faut assumer. Et que encore dans la communication, ils parlent même d'un taux de participation faible. Donc, quelque part, je pense qu'il y a un paradoxe entre ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent encore être dans ce processus. Parce que ce n'est pas forcément que tu viens à une élection forcément pour gagner. C'est une compétition. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'ici, c'est défaite ou victoire. Donc, du coup, quand tu es
dans la défaite, mais il faut assumer. Moi, c'est ce que j'ai dit. Alors. Si tu penses que tu vas à une élection et que tu n'as pas confiance à l'organe qui organise cette élection, c'est peine perdue. C'est comme un examen qui vient pour dire qu'on dirait faire l'examen de la PDC que je ne donne pas mon examen. Alors, ça, c'est ceci. Pourquoi aller alors faire l'examen? C'est un problème. Donc, je pense que ça, c'est un paradoxe. Il faut s'en prendre personnellement. Il a la je n'ai pas de parti pris. Nous analysons les faits, mais c'est mon avis personnel. Certains même m'avaient consulté pour dire qu'est-ce que moi je pense. J'ai dit, il faut voir un parti que j'ai créé pour aller assister à des élections. Oui. Ce n'est pas un parti politique pour le mettre dans sa poche. Il faut aller. Il faut competir. C'est ça aussi un parti politique. Mais si vous pensez qu'en compétition, vous n'allez pas à être retenu, comme ceux qui ont, il y a une liste de certaines arrivistes qui étaient dans les partis historiques, notamment qui ont été sanctionnés. Donc, ils sont développés carrément ces partis pour se présenter. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. La configuration, personne n'a été retenu. Non, c'est clair. Voilà. Alors, peut-être que ce n'est pas une élection, c'est une sélection qu'on a fait de faire. Faites de sorte que tu sois parmi les sélectionnés. De toute façon. Alors, M. Diallo, nous nous tendons vers la fin de cette émission, mais la question principale aujourd'hui, c'est quelle amélioration pour des élections à venir plus démocratiques, plus inclusives entre les Guinéens pour que nous vivions toujours la paix, comme vous l'aviez dit à l'entame de cette émission. Bon, moi je pense que si tu peux tenir d'abord de la gestion des litiges, ça d'abord, par exemple, alors là, il y a un souci de connexion, bien sûr. Alors, ah oui, allez-y, monsieur Diallo. Non, là, ce n'est pas la bonne position. Pour le moment, ça ne passe pas. Et certainement, vous pouvez y aller. Allô? Alors, il est parti et d'abord, il faut le dire, mais l'essentiel est dit, il faut le dire, Tenema Doumbouya. Nous avons écouté Ibrahima Aminata Diallo sur ces questions très essentielles par rapport à l'organisation de ces élections. Tout n'est pas rose, il faut le dire. Me semble bien, il est de retour. Monsieur Diallo, oui, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Oui. Alors, allez-y, vous étiez. Je disais donc ce qu'il faut retenir de la gestion de ces litiges d'abord, malgré les tensions inhérentes à ce critère de fin de transition, ça d'abord, il faut saluer le fait que nous sommes sortis maintenant de cette situation exceptionnelle. Donc, la transition, c'est vers le règlement judiciaire qui a permis quand même d'éviter des violences post-électorales. Ça, c'est très intéressant. Majeur dans les vies que nous avons connues par le passé. Il faut saluer cela. Et saluer l'implication des nouvelles structures d'appui comme l'ONASUR, qui a joué son rôle d'observateur national autonome de supervision des référendums et des élections de façon générale, les élections qui sont déroulées. Donc, cela a offert quand même un cadre de dialogue technique, même si une partie de l'opposition a continué à dénoncer ce manque d'indépendance globale, comme je l'ai dit dans mon introduction, au niveau des institutions judiciaires face au pouvoir exécutif en place. Et ce qu'il faut retenir à ce niveau, et notamment pour que cela soit des expériences pour l'avenir, je pense que les acquis de ces élections devraient être un point de départ et qui ont été constatés et tirés par l'expérience qui sont acquises dans l'organisation de ces 3 élections. Je vais parler de référendum en passant par la présidentielle et les 2 couplés. Il devrait, n'est-ce pas, alors, un petit souci encore du réseau avec M. Ibrahima Aminata Diallo. Je rappelle, il est le président de la CONAPE, de Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne pour la paix et le développement. Oui, M. Diallo, vous pouvez aller. Voilà, donc c'est ce que je disais pour finir. Nous souhaitons que les manquements soient désormais des expériences pour ne plus commettre les mêmes erreurs et qu'à chaque fois qu'on a une élection, et que les dates proposées soient des dates qui sont à la fois conformes aux réalités socio-économiques du pays,
pour permettre à une forte participation. Parce qu'une élection n'est pas seulement les candidats, mais aussi c'est les électeurs. Oui. Donc la légitimation d'une élection dépend des électeurs et non pas des élus. Et donc nous invitons le peuple guinéen de façon globale notamment à continuer à accepter ce qui s'est passé et aller vers le développement dans la cohésion, notamment et éviter d'utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui comme des mégaphones pour des discours clivants. Oui. C'est le discours que nous avons pour les Guinéens, parce que c'est très regrettable que aujourd'hui les réseaux sociaux soient des mégaphones pour des individus des fois qui sont repères, qui sont en train d'empoisonner notamment la quiétude sociale, cette paix relative que nous vivons depuis un certain temps. Donc je pense qu'il est important à ce que désormais on tourne la page définitivement, et pour l'instant d'abord pendant ces 6 prochaines années, des problèmes d'élection et autres, et se focaliser sur le vivre ensemble, sur la cohésion, sur le développement, sur notamment le retour de la Guinée sur la scène internationale en matière de football, tout ce qui concerne la visibilité de notre pays. Nous devons tous être là pour que la Guinée devienne un pays vraiment fréquentable et que tout le monde rêve de fréquenter. Voilà le message. Merci à vous, M. Diallo. Et c'est d'ailleurs la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour la contribution. Moi de vous remercier, M. Camara, et je remercie tous les fidèles auditeurs de votre radio. Et merci pour la confiance. Merci vraiment. Alors, Tinema Doumbouya, nous venons d'écouter le président de la CONAPED en 30 secondes parce que nous sommes talonnés de près. Et voilà, quelle est la lecture que vous avez de cette sortie de Maminata Diallo? Il faut remarquer, il y avait un acteur qui était aujourd'hui pour la paix, mais il a fait des remarques très pertinentes. Parce que la première des choses, ils étaient sur le terrain en qualité d'observateurs indépendants. Et il a relevé tout à l'heure plusieurs anomalies qui ont été mises dans les rapports selon ces explications, mais qui ont été remarquées par l'ensemble par plusieurs acteurs qui étaient sur le terrain, y compris les journalistes, donc qui ont fait les mêmes remarques. Ça veut dire que quand même, il y a eu quelques manquements lors de l'organisation de ces élections. Et peut-être le cas comment on appelle, des observateurs internationaux. Justement. Est-ce que on peut dire le fait qu'ils ont écrit des rapports, mais est-ce qu'il faut forcément aujourd'hui avoir, parce que c'est une question que j'ai oublié de lui poser, est-ce qu'il faut forcément des observateurs internationaux pour qu'une élection soit qualifiée de crédible? À mon avis, ça c'est une manière peut-être de crédibiliser l'élection aux yeux des institutions internationales. Sinon, ça n'a pas d'impact à mon avis. C'est des Guinéens, on peut dire, l'élection. Accepter d'aller à l'élection, accepter de choisir d'élire des personnes et peut-être il peut y avoir des contestations à l'interne, il peut y avoir des anomalies, mais si toutefois ceux qui sont élus, même s'il ne faut pas l'unanimité, mais qu'ils ont été choisis par la majorité des Guinéens, moi je pense qu'il n'y a pas forcément lieu de dire qu'il faut des observateurs. Mais s'ils sont là, ils ont produit des rapports. Et sur quelle base ils sont produits pour produire des rapports? Là, c'est un sujet important. C'est un sujet important. C'est pourquoi tout à l'heure, il a souligné la non-présence de ces observateurs internationaux sur le terrain. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est un aspect très important qu'il faut prendre en compte dans les prochaines élections, parce que il y a un aspect. Il ne s'agit pas de venir et rester dans les 4 000 pour dire faire des rapports à partir des... Ce n'est pas cela. Il faut être sur le terrain comme les journalistes, constater, parce que nous, dans la commune où vous étiez, justement, et dans la synergie, on a remonté tout ce qu'on a eu à constater et c'était vérifiable. Donc, c'est important quand même que les observateurs soient là et qu'eux aussi constatent les faits. Et est-ce qu'ils sont là, qu'ils soient sur le terrain et non entre les 4 000? De se regrouper dans les 4 000 pour faire des rapports. Mais je pense que c'est important. Et pour terminer rapidement, oui, allez-y. En 30 secondes. M. Diallo a souligné un autre aspect. Déjà, nous avons passé assez de temps dans le truc électoral, de n'importe quoi. Maintenant, nous devons nous focaliser sur le développement national. Le vivre ensemble. Et là, il faudrait qu'on se comprenne. Il faudrait que les autorités acceptent les critiques et qu'ils acceptent de travailler pour les Guinéens, comme ils ont commencé à le faire depuis le 21, voilà, depuis 2021, pardon. Et jusqu'à maintenant, là, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer, qui continuent sur ce chemin, et surtout, qu'ils ne regardent pas le visage de quelqu'un, qu'ils
travail et en toute honnêteté et pour alors, vous l'avez compris, donc c'est la fin de cette émission. Merci Tenema Doumbouya d'être passé. Merci à vous, auditeurs de Bonheur FM. Merci à Mamadou Maladiallo qui nous a accompagnés derrière les caméras. Merci à Alcini Bari, côté radio. Bonne suite de programme sur Bonheur FM.